avait l'habitude de partager une voiture pour partir travailler. Et lorsqu'au coup de klaxon, M. Johnson n'est pas sorti de chez lui, Paul Abbott s'en est allé à l'usine, croyant que son voisin partirait de son côté. Sarah Abbott, la femme de Paul, a guetté le moment où Bob sortirait de chez lui. Aux alentours de 8h15, ne voyant aucun signe d'activité chez les Johnson, elle s'est approchée de la porte d'entrée qui était fermée à clé. Elle a frappé, appelé, mais personne n'a répondu. Elle a essayé d'ouvrir la porte de la cuisine, mais celle-ci était verrouillée elle aussi. Elle a regardé à travers le carreau. Effrayée à la vue d'un fusil et d'une tache de sang, elle a couru jusqu'à chez elle pour appeler la police. Nota bene, le soleil se lève à 5 heures du matin et se couche à 18h17. Le temps est dégagé. Pas une lumière n'est allumée dans la maison. Les 2 portes d'entrée sont fermées de l'intérieur. Je comprends pas. Pourquoi il est allongé sur cette couverture? On a 3 cadavres dans 2 chambres. On a des traces de pas sur la moquette, mais on ne sait pas si elles vont en direction de la chambre ou bien si elles en sortent. 2 flaques de sang. Il y a une fenêtre ouverte ici. Ouais, et une autre ici, mais aucun signe d'effraction. Et puis il y a cette machine à coudre, juste devant la fenêtre. C'est ce que je dis, pas de signe d'effraction. Là, en revanche, on a une chaise renversée, mais c'est une empreinte de pied ou bien? Les Malabars aussi savent faire dans la dentelle. Ces 2 flics ont 3 morts sur les bras et 3 jours pour trouver un coupable. Et ça ne va pas se régler en 2 coups de cuillère à peau. Il y a plusieurs façons d'envisager un crime. On peut observer la scène sous toutes ses coutures, ou bien s'interroger sur celui ou celle qui nous raconte cette histoire. Le cerveau, en l'espèce, est une lady, une multirécidiviste qui, depuis 70 ans, donne la migraine aux plus grands détectives. 18 fois, elle a mis en scène la mort. 18 fois, elle a empoisonné, poignardé, étranglé des poupées qui n'avaient rien demandé. La règle du jeu est la suivante. Désigner le coupable, protéger l'innocent et trouver la vérité dans une coquille de noix. Les coquilles de noix. C'est le nom qu'elle donnait à ces 18 crimes minuscules, inspirés par des faits divers qu'elle découpait dans les journaux. Le but de l'exercice est d'aiguiser le regard de l'enquêteur, l'inviter à débusquer la vérité au-delà des apparences. Face au chaos d'une scène de meurtre, il faut, disait-elle, procéder par ordre. Consigner chaque détail, de la périphérie jusqu'à la victime. Entre 1945 et 1962, cette seule femme a révolutionné l'enquête criminelle aux États-Unis. Et elle s'appelle Frances Glessner Lee. Frances Glessner Lee était très intelligente, brillante, cinglante, Elle était sévère. obsédée par les détails. Pas facile à vivre. Ses enfants et ses petits-enfants l'appelaient la tarentule. je dirais qu'elle se fichait pas mal de l'opinion des autres. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a fait des choses que personne n'avait faites auparavant. Les policiers la considéraient comme la sainte matrone de la profession. Comment une lady a-t-elle pu faire la leçon à des armoires à glace? Quelle passion mystérieuse l'a poussée à élaborer des meurtres en miniature? Que cachait-elle dans ces coquilles de noix? Pourquoi y a-t-il chez Monsieur et Madame Judson 3 cadavres dans 2 chambres?
quand l'arme du crime elle-même repose dans la cuisine, à côté d'une tache de sang. Toutes ces questions cruciales, on aurait été ravi de les poser à Madame Lee en personne, mais elle est morte et enterrée depuis 56 ans. L'affaire aurait pu s'arrêter là, et c'est ici qu'elle reprend. Le séminaire d'enquête Francis Glessner Lee est l'un des plus courus de toute l'Amérique du Nord. Au 4e étage de la morgue de Baltimore, les meilleurs policiers du pays, mais aussi du Canada ou d'Australie, ainsi que des agents sous couverture, pardon mademoiselle, sont venus se former aux meilleures techniques d'investigation criminelle. Si vous survivez un peu longtemps dans ce business, vous allez voir que tous ceux qui ont suivi ce séminaire finissent généralement haut placés. Au menu des réjouissances, iconographie et sémantique des taches de sang, initiation à la découpe de cadavres au petit déjeuner, sans oublier la spécialité maison, les coquilles de noix de Madame Lee. Francis a laissé quelques instructions quant à la façon d'observer les coquilles de noix. Vous pouvez observer la pièce en promenant votre regard dans le sens des aiguilles d'une montre. Et notez au passage tout ce qui vous semble important, parce que dans 3 jours, vous aurez l'occasion d'impressionner vos petits camarades en expliquant devant tout le monde ce qui s'est passé dans cette histoire de meurtre. Très bien. Distribution des affaires, le 3 pièces cuisine de Monsieur et Madame Judson. Il y a 18 affaires à résoudre, 18 coquilles de noix mises en scène par Madame Lee. Pour garder la tête froide, nous n'en retiendrons que 2. Le 3 pièces cuisine de Monsieur et Madame Judson et le presbytère. La dernière affaire, c'est le presbytère. Pour ceux qui l'ignorent, le presbytère, c'est là où vit celui qui est chargé de l'office. Les plus jeunes ont tendance à ne pas le savoir. Le presbytère, donc, ce sera pour Jordan, Stedler et Oliveri. Bon, je crois qu'on a fait le tour. J'ai oublié quelqu'un? Le presbytère. Le lundi matin du 19 août 1946, vers 11 h, Dorothy Denison partit en ville pour acheter des steaks hachés pour le dîner. Elle n'avait pas beaucoup d'argent dans son sac. Ne la voyant pas revenir, sa mère a appelé un voisin qui l'avait vue se diriger vers le marché. Madame Denison a aussitôt téléphoné au boucher, qui se souvenait en effet avoir vendu à Dorothy 450 grammes de viande un peu avant midi. En revanche, il n'avait pas noté la direction qu'elle avait prise en sortant de la boutique. En fin d'après-midi, Madame Denison, morte d'inquiétude, a prévenu la police. Une fouille systématique de toutes les maisons inoccupées dans le voisinage a été entreprise. Il faudra attendre le vendredi 23 août à 16h15 pour que le lieutenant Pearl et l'officier Patrick Sullivan pénètrent dans le presbytère et découvrent la scène du crime comme elle est ici représentée. La température variait ce jour-là entre 30 et 33 degrés Celsius avec un fort taux d'humidité. En temps normal, Guy Oliveri est un fantôme. Enquêteur criminel, il pénètre sur une scène de meurtre couvert d'une combinaison blanche des pieds à la tête. Jamais il ne parle à la presse, jamais pendant le service en tout cas. Au premier coup d'œil, on note que les abat-jours sont recouverts. Le calendrier indique le mois de juin. Or, il est précisé que la disparition a été signalée en août. Le calendrier a donc 2 mois de retard. Elle a pris soin d'empiler du courrier devant la porte d'entrée. Et là, ça ressemble à des morsures sur sa poitrine. De nos jours, la première chose qu'on fait, c'est de photographier toute la pièce. Parce qu'il arrive au début de l'enquête que notre attention soit attirée par un détail que l'on a surestimé. Dans cette affaire, il est important d'établir une chronologie.
et tâcher de comprendre ce que la scène essaye de nous dire. Alors, on est face à une maison inhabitée. Est-ce que la victime a été choisie au hasard ou bien est-ce qu'elle connaissait son assassin? La mère a précisé qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent sur elle, ce qui m'invite à penser que c'est un crime sexuel, plutôt qu'un vol. Mais pourquoi y a-t-il ce clou isolé sur le mur? Et que vient faire ce marteau quand la victime a déjà un couteau dans le ventre? Il reste un peu plus de 48 heures à Guy pour résoudre l'énigme du presbytère. Et dans l'histoire, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé à 2 mètres de là, dans le 3 pièces cuisine de Monsieur et Madame Judson. Pour tenter d'y voir clair, il serait temps d'en apprendre davantage sur Francis Glessner Lee, en filant à 300 km vers le nord. Son œuvre aurait pu demeurer confidentielle, connue du seul cercle des enquêteurs à stylo qui brille, si une photographe n'était passée par là. Corinne Botz a travaillé 7 ans sur les coquilles de noix. Elle en a tiré un livre et une exposition qui ont fait la célébrité de la vieille dame, au point qu'une grande chaîne américaine envisage de lui consacrer une série télévisée dirigée par un réalisateur à Oscar. Cette photo est tirée du 3 pièces cuisine. Voilà le berceau de l'enfant. Je trouvais que comme ça suffisait. Voir juste la tache de sang avec la couverture rose sur le berceau. Je me méfie toujours des raccourcis sensationnalistes qui veulent présenter les coquilles de noix comme des objets bizarres. Une grand-mère qui joue avec des poupées, je déteste ça. Pour moi, c'est un travail sérieux. Par exemple, pourquoi préfère-t-elle montrer des meurtres de femmes? La plupart des victimes meurent sous les coups de leurs compagnons, les hommes avec lesquels elles vivent. Et même si elle n'était pas féministe, on sent que son travail annonce le mouvement, parce qu'elle décrit la violence qui naît souvent au sein du foyer. Corinne est arrivée par hasard dans le monde de la miniature. Elle bouclait des études de photographie et commençait un mémoire sur les femmes et les maisons de poupées. Un jour, j'ai rencontré une collectionneuse de maisons de poupées qui possédait des centaines de maisons, mais pas une seule poupée. Quand j'ai voulu en savoir davantage, elle m'a expliqué qu'elle avait été procureure et qu'elle avait passé sa vie à voir des meurtres, des viols tous les jours. Donc pour créer des mondes parfaits, elle crée des mondes sans corps. Et puis on a discuté. Je lui ai parlé de l'intérêt que j'avais pour la photographie de scènes de crime en plus des maisons de poupées. Et elle m'a dit, vous devez aller à la morgue de Baltimore. En sortant de la salle, j'ai écrit un truc idiot dans le livre d'or du genre, c'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. La question qui m'intéresse depuis toujours, c'est qui était cette femme? Qu'est-ce qui l'a poussée à faire ça? Ces maisons de poupées un peu folles, même si jamais elle n'aurait appelé ça des maisons de poupées. Pour prendre le problème à la source, il faut remonter le cours du temps et revenir là où Francis a passé son enfance.
a-t-il bégayé? Que signifie ce poisson gravé sur son coupe-papier? Et quelqu'un pourrait-il décrocher ce foutu téléphone? Je vous ai pas présenté Bill, le gardien des lieux et de la mémoire familiale. Il s'est avéré qu'elle ne cadrait pas trop avec le rôle d'une épouse traditionnelle à l'époque, parce que c'était une femme très créative, et ça a fini par faire naître des tensions au sein du couple. Ah oui. Ils se sont séparés peu de temps après le mariage, se sont remis ensemble, se sont à nouveau séparés et ont fini par divorcer en 1914. Vous savez, elle n'était pas facile. Elle s'est sentie frustrée pendant une bonne partie de sa vie. Et elle ne s'est vraiment épanouie que lorsqu'elle a pu se laisser aller à sa passion pour la médecine légale. Elle est devenue amie en fait avec un médecin que son frère avait connu à Harvard. Ils étaient très copains. Et ce monsieur s'appelait George Burgess McGrath. Et George McGrath était, oui, on peut dire qu'il était le premier médecin légiste aux États-Unis. Et c'est ainsi qu'elle a découvert la médecine légale, le travail policier. Elle a toujours été fascinée par le récit des affaires sur lesquelles McGrath travaillait. Sa belle-fille dit que Francis s'est mise à vivre pleinement à 50 ans. Lorsqu'elle a hérité d'une très grosse somme d'argent. Dans ce sous-sol où Francis et son frère répétaient leurs leçons, il y a une drôle de lampe en forme d'allégorie de la justice. Et pour rendre justice à toutes ces femmes victimes de la violence des hommes, à toutes ces familles modestes dont le meurtre n'intéressait personne, Madame Lee a eu une idée lumineuse. Appuyer les enquêtes criminelles sur des techniques scientifiques. Devenue riche à millions, elle finance la création du premier département de médecine légale à Harvard, dans une université où les femmes ne sont toujours pas admises. En 1945, elle inaugure des séminaires destinés à former les policiers aux meilleures techniques d'investigation et constituer un corps d'élite au sein de la police. Lorsqu'elle a commencé ses séminaires, les enquêtes criminelles n'étaient pas du tout rigoureuses. Les policiers faisaient des erreurs tout le temps, piétinaient les indices, passaient à côté des preuves. Les officiers de police n'étaient pas réputés pour leur finesse ou leur intelligence. Un policier devait être costaud, être capable de rentrer dans un bar et tabasser n'importe qui. Les policiers en ont vite fait une reine, et elle-même voulait qu'ils se sentent mis en valeur. Elle appelait les policiers qui suivaient le séminaire ses garçons. Rien n'était trop beau pour ces garçons. Au cours du séminaire, Madame Lee leur offrait un festin au Ritz-Carlton, l'hôtel le plus prestigieux de Boston. La coutume se perpétue à Baltimore, avec un budget plus modeste. Bonsoir tout le monde. Il est temps de sacrifier à l'une de nos plus anciennes traditions, en célébrant Frances Glessner Lee, qui a rendu possible ce séminaire. Je vous invite à vous lever et je propose un toast à Frances Glessner Lee et à tous ceux qui, à travers les années, ont entretenu cette tradition. Bonsoir à tous, je m'appelle José Chinchilla, j'ai quitté les Marines en 2004, je travaille à la police du comté, ça fait 14 ans que je suis à la criminelle, j'ai 2 enfants en bas âge, donc si je m'endors durant le séminaire, ne vous étonnez pas. Salut les amis, je m'appelle Elizabeth Copeland, je viens de New Jersey. Je suis enquêtrice criminelle. Perso, je préfère les prélèvements ADN. Désolé les gars. Mon nom est Guy Oliveri et je suis enquêteur criminel dans le New Jersey. Après avoir fait les Marines, j'ai réalisé mon rêve en décrochant un diplôme de cinéma, ce qui m'a naturellement conduit dans la police. Je suis expert en empreintes digitales et en entomologie criminelle. L'entomologie criminelle, c'est l'étude des petites bêtes qui s'invitent dans les cadavres et en disent long sur les circonstances d'un meurtre.
Souvent, quand on se retrouve entre flics dans des soirées comme celle-ci, on parle de nos affaires. Et vous en verrez certains ce soir qui friment un peu. Mais c'est plus une façon de se protéger. Partager nos expériences pour comprendre qu'on n'est pas seul dans ces histoires. Il ne faut pas croire qu'on est insensible, au contraire. C'est une façon de digérer les choses horribles qu'on a pu vivre. Parce que non seulement il a fallu les vivre, mais en plus, il va falloir que j'y retourne, moi comme les autres. Et c'est jamais facile. On ne s'habitue jamais à voir ça. Voir un enfant mort, c'est horrible. Et c'est toujours aussi horrible après des années d'expérience. Mais quelqu'un doit avoir le courage de se dire, ce gamin mérite qu'on lui rende justice, et il mérite que je fasse mon job. Cette maison de poupée, c'est de la réalité virtuelle avant la réalité virtuelle. À l'époque, c'est Francis elle-même qui se charge du cours. Et sa première leçon est la suivante. Il faut douter de tout. On a même retrouvé une de ses notes. Il n'y a pas de place pour les devinettes dans le travail du policier. Et surtout pas dans les enquêtes criminelles. Il n'est pas question de chercher à accuser quelqu'un ou de venger quelqu'un d'autre. Il s'agit de savoir, au terme d'une enquête difficile et minutieuse, ce qu'il s'est vraiment passé. Ne jamais se laisser aller aux suppositions, mais ne s'en tenir qu'aux preuves. Ne jamais écarter une preuve qui viendrait à l'encontre de vos suppositions. Si vous n'êtes pas capable d'aborder une affaire sans vous débarrasser de vos propres convictions, vous feriez mieux de démissionner tout de suite. Vous n'avez rien à faire dans la police. Il reste 24 heures à nos policiers pour démêler leurs affaires. Dans le groupe du 3 pièces cuisine, deux théories s'affrontent. La première voudrait que Monsieur Judson ait tué son épouse, puis son enfant, avant de se suicider. Pour la seconde, il s'agit d'un triple homicide, commis par une quatrième personne, entrée par la chambre de l'enfant. Mais s'il y a bien une quatrième personne, si on admet que c'est elle qui a été blessée dans la cuisine et qu'elle a réussi à fuir malgré ses portes fermées, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas de traces de sang sur le patio, sur la terrasse? Pourquoi est-ce qu'on en trouve uniquement au pied de la fenêtre? Parce que si je résume, on a donc un tir ici, dans la cuisine. On voit très bien la projection de sang sur le mur, au-dessus du four. Je suis perdu. T'as une idée? Ma théorie à moi, et je reconnais qu'elle parle en tous les sens. Ma théorie, c'est que la quatrième personne passe par la fenêtre. Le père est en train de lire son journal sur la chaise. Il chope son fusil, menace l'intrus, le blesse probablement, je sais pas. La bagarre commence. Le père est désarmé. Le mec tire sur l'enfant. Les bibelots sont renversés sur la commode. Attends une minute, il y a un truc que je comprends pas. Je ne comprends pas qu'un intrus puisse tirer sur un gamin qui ne représente pas une menace. Il devait quand même tuer les parents. Les parents d'accord, mais pourquoi tuer tout le monde? Surtout si le fusil n'était pas à lui. Pourquoi continuer à tirer? Et puis le premier coup de feu, c'est forcément pour elle. Non seulement elle n'était pas une menace, mais en plus elle n'a pas bougé d'un pouce. D'autant que l'angle des projections de sang sur le mur laisse penser qu'elle a été abattue de dos en fait. Parce que s'il lui avait tiré dans la tête en se tenant au-dessus d'elle, le sang ne serait pas parti par là. Il aurait été projeté sur le lit, pas sur le mur. Pour moi, ils se sont battus dans la cuisine pour avoir le fusil. Et le dernier coup de feu est parti dans le mur. Tu te souviens hier soir quand je te racontais cette histoire du mec qui s'était tiré dans la tête? Il a survécu. Il a descendu l'escalier avec un trou dans la tête, s'est traîné jusqu'au balcon et s'est tiré une autre balle dans le crâne. Donc il est parfaitement possible que le mari tue sa femme, tue le bébé, pointe le fusil contre sa tête, tire, le sang est projeté sur les murs de la cuisine et le mec rampe jusqu'au lit et s'écroule. Le seul truc qui cloche, c'est cette flaque de sang dans la chambre de l'enfant.
Quand on y regarde de près, tout paraît suspect. Les coquilles de noix ont beau avoir 70 ans, elles ont encore la dent dure. Enquêter sur une scène de meurtre, c'est laisser une pièce vous raconter son histoire. Et si les intérieurs ont changé depuis les années 40, Guy y retrouve toujours les mêmes ressorts de la tragédie humaine. Les armes sont différentes, les modèles sont différents, mais il y a toujours de la haine. Il y a toujours des triangles amoureux. Les motifs ne changent pas à travers les siècles, et ça ne changera jamais. Les hommes ne changent pas en fait. Ouais, exactement. Ça, c'est notre salle d'entraînement. On l'appelle la maison aux chaussons. Et ça ressemble beaucoup à un appartement ordinaire, avec une chambre à coucher, la cuisine, le living room, la chambre, la salle de bain. Et chaque fois qu'on accueille des groupes de détectives en formation, on les fait plancher sur une scène de fusillade et sur une scène de pendaison. Une fois, on a mis en scène un suicide collectif façon secte millénariste, où tout le monde avait bu du jus de fruits coupé à du cyanure. Voilà les jus de fruits, voilà le cyanure. Je crois que c'est de la crème de blé en fait. Le premier devoir du détective sur une scène de crime, c'est de délimiter un périmètre. Le deuxième, c'est de tout prendre en photo. Et dans cette coquille de noix à taille humaine, il y a de quoi se faire un album. On a plein de trucs. Là, c'est la chambre à coucher. Il y a du faux sang. Il y a quelqu'un d'accroché dans le placard. Ouais, il y a un couillon qui s'est pendu. Cadavre déjà très raide. Lettre d'adieu. Ici, le cauchemar domestique rôde jusque dans la salle de bain. Vous voyez quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Je vois des pilules sur le bord de la baignoire. Oui. Je vois un type allongé par terre. Et il s'est passé quoi d'après vous? C'est trop tôt pour le dire. Exactement. Vous ne pouvez pas en déduire que c'est une overdose de médicaments. Il a pu se passer plein de choses. Il a pu être étranglé, il a pu glisser, se cogner sur la tête. Mais dans les coquilles de noix, on nous dit que chaque détail compte. Alors que dans une vraie scène de crime, j'imagine qu'il y a plein de détails qui paraissent suspects, mais sont en réalité totalement insignifiants. Tout à fait. Donc c'est le hasard. Absolument. Mais c'est vrai aussi dans les coquilles de noix. Frances les a truffées de détails qui sont des fausses pistes. Si vous allez chez moi, je peux vous assurer que vous allez trouver des couteaux dans la cuisine. J'ai une batte de baseball, vous la trouverez. J'ai des enfants. Donc si vous pénétrez chez moi, vous verrez des coups sur les meubles. Certains jours, je peux vous dire que ma maison ressemble vraiment à une scène de crime. Sur la table basse, là, il y a une canette. Peut-être qu'il y a de la drogue dedans, j'en sais rien. Mais ce genre de désordre rend la scène plus réaliste. Donc on la laisse comme ça. J'ai une formation de journaliste au départ. Et la première chose qui m'a frappé en arrivant ici, c'est que nous essayons en fait d'écrire le dernier chapitre de la vie de quelqu'un. Le dernier chapitre. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Voilà ce qu'on fait. Mais on se presse pas, vous savez. Il est plus important d'avoir la bonne réponse que de l'avoir rapidement. Combien de cas vous traitez chaque année?
On fait environ 10 000 enquêtes par an et on pratique entre 5 500 et 5 600 autopsies chaque année. On est pas mal occupé. Donc ça, c'est une de nos 2 salles d'autopsie principales. Ce sont de grands open space, très bien éclairés. Il arrive fréquemment qu'on pratique 10, 15, voire 30 autopsies par jour. En général, ce que les médecins font, c'est qu'ils placent les tables perpendiculairement, comme ça. Le cadavre sera installé là, avec les pieds tournés vers l'évier. Et Frances Glessner Lee a assisté à des autopsies? Oui. Son ami George Burgess McGrath l'a emmené sur des scènes de crime, mais dans les salles d'autopsie. Elle a appris les différents stades de la décomposition. Elle a vu des corps noyés, des corps brûlés, des corps mutilés. Ce qui n'était pas rien à l'époque. Je vous rappelle qu'Harvard n'autorisait pas les femmes à s'inscrire à l'université de médecine. Ça ne s'est pas fait avant 1946. Même les universités féminines n'enseignaient pas les sciences. Elles se limitaient aux sciences humaines. Une femme pouvait suivre des études de lettres, d'histoire de l'art, de musique, de danse, aucun problème. La science, non. Hériter d'une fortune peut vous ouvrir bien des portes, tout en menant nulle part. Mais Frances Glessner Lee n'était pas de ces bourgeoises dilettantes qui cherchent le grand frisson en fréquentant des détectives. Pour s'imposer dans cet univers d'épaules larges et de gros calibre, il lui a fallu se réinventer loin de Chicago. Loin de son milieu, loin de son ex-mari avocat et surtout, loin des regards indiscrets. Il y a un siècle encore, Bethléem était la première destination touristique des États-Unis. Les riches familles y fuyaient l'atmosphère enténébrée des villes, où carburait la révolution industrielle. De cette splendeur passée, il ne reste plus grand-chose. Excepté un musée modeste, qui collectionne les brochures en quadrichromie de la région. Ainsi que de vieilles boîtes de chaussures, héritées de Madame Lee, dans lesquelles Claire, la directrice, a découvert une pagaille d'accessoires. C'est fou, tous ces bidules qu'elle collectionnait. On ne trouverait pas des choses pareilles aujourd'hui. C'est du solide. Oh, le moule à gaufres. Le moule à gaufres. Elle a aussi des partitions, avec les portées dessinées à l'intérieur. Ah oui, on peut lire les notes. Arnold Schoenberg, opus 23. C'est de l'argenterie, vous croyez? Oui, et en argent véritable. Très cool, non? Ça, c'est la boîte des balles. Celle qu'elle dissimulait dans les scènes de crime. Je ne crois pas qu'on ait des fusils ici, mais on a des pistolets. Toutes sortes de pistolets. Pour toutes les sortes de meurtres. Pour toutes les sortes de meurtres, exactement. Vous aimez les films de détectives? J'adore. Mon truc, c'est les experts. En fouillant dans ses bibliothèques miniatures, on a découvert que Frances avait un penchant pour les romans français. Et, peut-être, la clé de son esprit était à trouver dans Sur la branche de Pierre de Coulevin, un pseudonyme sous lequel se cachait une femme qui s'invente une nouvelle vie à 50 ans passés. Regardez ça. C'est du tricoté à la main. Elle l'a pas acheté, hein. Et à l'époque, tout le monde en ville savait qu'elle faisait des scènes de crime miniatures? Non.
Ça fait 2 ans seulement que les gens ont commencé à venir en nous disant « Waouh, je ne savais pas qu'elle faisait ça ici. Elle les a toutes faites ici. » Et maintenant, c'est un phénomène international. Mais il y a encore des gens de Bethléem qui nous disent « J'étais pas au courant ». Donc elle fabriquait ces scènes de crime dans le secret de sa grande propriété, là-haut. Et personne n'en savait rien, à part Alton. Alton Mosher. Il savait bien, lui, ce qu'elle faisait dans sa propriété, puisqu'il était son bras droit. Celui qui ciselait au scalpel ces tragédies miniatures. Un charpentier un peu sorcier, qu'on ne pouvait trouver qu'en un endroit sur Terre. Alton avait 20 ans lorsqu'il est entré au service de Madame Lee. Chaque matin, il devait se présenter à l'atelier en costume cravate et chemise blanche impeccable. Il se contentait d'obéir aux ordres sans poser de questions. Il en a 89 aujourd'hui. Et se couche à 2 heures du matin tous les soirs, comme un jeune homme. Oh, d'où Jésus, regardez-moi ça. Madame Lee n'aurait pas du tout fait les choses comme ça. Et moi, quand même, je vais vous dire, c'est du bon boulot. J'adore vos outils. Pour notre visite, Alton a même exhumé un trésor, l'ultime miniature commandée par Madame Lee. Mais elle n'a pas vécu assez longtemps pour que je la finisse. Vous voyez la cheminée à l'intérieur? Eh bien, un jour, j'ai pris 2 bûches et je les ai arrosées de kérosène. Et j'avais tout préparé pour elle. Parce que tous les matins de ma fenêtre, je pouvais voir arriver sa grosse Cadillac avec chauffeur. Ce qui me laissait le temps de ranger mon bureau pour l'inspection, parce qu'elle était sévère. Donc, je l'entends arriver, elle s'installe sur sa chaise, et elle dit « Qu'est-ce que tu as à me montrer aujourd'hui ?» Et je réponds « Je crois que j'ai quelque chose qui va vous plaire. » Donc je craque une allumette, je la glisse sous le petit tas de bûches dans la cheminée, ça flambe. Elle dit « Oh mon Dieu, c'est excellent !» Et il y avait de la fumée noire qui sortait par la petite cheminée. Et elle m'a dit « Alton, tu peux prendre ta journée. Tu es libre. Profites-en pour aller pêcher. » Elle le reprenait pour le moindre détail. Une fois, elle lui a demandé la copie d'un rocking chair qui devait se balancer 5 fois pile avant de s'arrêter net, comme la chaise d'origine. Le voici, ce fameux rocking chair qui se balance 5 fois. Elle avait même apporté le modèle. Mais ce que vous savez pas, c'est que cette chaise à bascule... Mes mains ne sont plus aussi habiles. Ah voilà. Cette chaise à bascule, elle se transforme en berceau. Mais quand Madame Lee l'a regardée, elle m'a dit « Tu sais, la chaise originale, elle avait un nœud dans le bois. Alors va faire un tour dans la forêt. Je veux que tu me trouves un nœud à l'échelle et que tu me changes cet accoudoir. » Beaucoup de gens pratiquaient la miniature à l'époque, mais elle était la seule à y glisser des cadavres. Elle les poignardait, les peignait pour indiquer leur état de décomposition. Il y en a un qui l'a trouvé un peu spécial. La presse de l'époque a essayé de stigmatiser son travail en évoquant une grand-mère au goût suspect pour les meurtres. Un jour, elle me dit « Tu pourrais me conduire à la morgue ?»« À la morgue ? Oh mon Dieu, la morgue ? Qu'est-ce qu'elle veut faire à la morgue ?» Donc on y va tous les deux. Et ils sont là, en train de couper ces cadavres en deux, pour essayer de savoir d'où venait la balle, comment elle avait traversé le corps. Mais le pire, c'est qu'elle, au milieu de tout ça, elle était en train de manger son sandwich. Et pourquoi ça n'intéresserait pas les cadavres? Si elle était née à une autre époque, je suis convaincue qu'elle serait allée à l'université et aurait fini médecin ou fait carrière dans la science, ce qu'elle a quand même réussi à faire. En 1943, à l'âge de 65 ans, Madame Lee est nommée capitaine de police dans le New Hampshire.
Elle est la première femme à s'y faire une place et il faudra attendre 1984 pour voir arriver la deuxième. Sur les 16 membres de la section criminelle du New Hampshire, 4 sont des femmes aujourd'hui. Mallory, la plus jeune, n'est pas arrivée là par hasard. Un jour, on m'a agressée dans ma voiture quand j'étais au lycée. Un détective est venu, il a relevé les empreintes et très vite, il a été capable de les relier à un suspect que j'ai fini par identifier. Plus tard, j'ai fait une thèse sur la décomposition des fœtus de porc en eau douce et en eau salée. Alors ça peut paraître un peu dégueulasse comme expérience parce qu'il y a pas mal de mouches et de larves, mais j'ai trouvé ça passionnant. À toute heure du jour et le plus souvent de la nuit, le lieutenant Littman prend le volant pour arriver avant la presse locale sur une scène de crime. Comme on n'a jamais assez d'yeux pour relever chaque détail, elle fait équipe avec Tara. Et comme on n'a jamais assez de gadgets pour faire parler une pièce, le camion en regorge. On a différentes façons de marquer les indices, des autocollants, des scotch. Selon ce que la pièce essaye de nous raconter, on change la façon dont on récolte les preuves. On a des gants, des masques. Voilà les combinaisons qu'on porte. Comme il n'y a rien de pire que de les craquer sur une scène de crime parce qu'on passe notre temps à se plier en 4, on les prend extra larges, avec la capuche. On a le kit taches de sang, avec le manuel des taches de sang, quand il est 3 h du matin et que ça fait 18 heures que vous travaillez sur un meurtre. On a oublié de vous montrer l'aspirateur criminel. Il retient tous les cheveux, toutes les fibres trouvées sur une scène de crime. Le premier réflexe de Mallory sur une scène de crime, c'est d'en faire le plan. Résoudre un crime, c'est de la géométrie. Voici 2 de ses croquis originaux. Mais un nouvel engin est en train de remplacer le bon vieux crayon en papier de l'enquêtrice et son bloc-notes. Cet appareil est un scanner laser qui enregistre la scène à 360 degrés. Si vous le déplacez à travers les pièces, ça permet de garder en mémoire des milliers de données. Et ça nous sert pour exposer au jury ce qu'il s'est passé. On s'y plonge comme dans un jeu vidéo. Oui, c'est de la réalité virtuelle. Par exemple, on travaille sur un cold case en ce moment. Il y avait une caravane près du lieu de l'homicide, or celle-ci a disparu. Ce qui nous complique la tâche pour les reconstitutions. Avec ce scanner, les enquêteurs pourront explorer la scène de crime indéfiniment. L'avenir est aux coquilles de noix virtuelles. La première fois qu'on a contacté la police du New Hampshire, tout le monde avait oublié jusqu'à l'existence d'une grand-mère capitaine de police, qui, par son obsession du détail, avait changé à jamais les règles du jeu. Oh non, c'est pas une arme assez cool. Ah, il y a une hache. C'est un téléphone, ça? J'ai un pistolet, si vous voulez. Ah oui, le pistolet, ça me va. Mallory. Je trouve fascinant que dans les années 40, une femme ait pu devenir capitaine de police et qu'elle ait pu faire autant pour la profession. Je n'avais jamais entendu parler d'elle. On entend souvent parler de l'héritage des hommes dans le monde criminel. Le père de ceci, le père de cela. Mais jamais des mères. Non, jamais des mères. Elle a dû surmonter je ne sais combien d'obstacles. Il fallait être capable de ne pas faire attention à ce que les gens racontaient. Toutes les femmes qui évoluent dans des professions dominées par les hommes vivent la même chose. Mais c'est plus facile pour moi en 2018. Je suis vue comme une égale dans ce métier. À l'inverse de ce qu'elle a vécu, ou de ce qu'ont vécu les premières femmes dans la police. Les crimes sont rares dans le New Hampshire, mais Francis y a tiré presque toute son inspiration. Des affaires oubliées auxquelles elle ajoutait des détails, une foule de détails, certains voyants et pourtant anodins, d'autres discrets et pourtant essentiels. Car une preuve ne vaut rien tant qu'elle ne sert pas l'histoire de la victime. Et cette histoire est toujours la même. Qui m'a tué ?
morsure sur la poitrine, empreinte digitale sur le couteau, le marteau, les poignées de porte, le corps. Qui avait les clés de l'appartement? À Baltimore, il est temps pour le détective Olivieri de mettre un point final à son histoire du presbytère. Allez hop, au rapport. Et j'espère que dans 20 ans, les policiers apprécieront encore les coquilles de noix. Bon, je vais commencer par le topo basique. En gros, la victime s'appelle Dorothée, trauma crânien, marque de morsure, poignardée à l'abdomen, pas de traces d'effraction, et puis je te laisse la main quand on commence à s'intéresser au couteau. Ça te va? Vas-y mec, je te fais confiance. Bon, il est temps de passer maintenant à l'affaire du presbytère. Le salon du presbytère. Ok, désolé pour mon accent de Staten Island. Si vous avez besoin d'une traduction, mon camarade est là. La victime souffre d'un traumatisme crânien causé par un coup de marteau à la tête. Elle a aussi été poignardée à l'abdomen. Il n'y a pas de traces de sang sur sa robe. De deux choses l'une, soit elle était déjà morte, soit la blessure n'a pas fait couler de sang. Pas de traces d'effraction. La scène est en ordre, pas de traces de lutte. Il est probable que ce soit une rencontre consentie. On aimerait lancer des tests pour une possible agression sexuelle. Et si c'est le cas, il serait intéressant de pratiquer un test de grossesse. On a fait des recherches sur ce couteau hier soir. C'est la réplique exacte d'un couteau des années 40 de marque Landers, Ferry & Clark. Et il a été conçu spécialement pour les bouchers. Le marteau aussi était un outil que les bouchers employaient volontiers pour assommer l'animal avant de le découper. Donc il est probable que Dorothée et le boucher aient eu une liaison. Elle est enceinte, il lui dit on va en parler dans un coin tranquille. Le boucher sait que le presbytère est vide puisque le calendrier est resté au mois de juin. Exact. Les meubles sont recouverts, les deux amants se parlent et ça finit mal. Regardez l'état du corps. Le cadavre est à peu près normal. Or, avec une température de 30 degrés environ, on aurait dû trouver un morceau de viande avariée au bout de 4 jours. Ça veut dire qu'elle a survécu. Ah oui, ce n'est pas votre téléviseur, j'ai simplement oublié de vous dire. Jerry nous a laissé filmer la séance à une seule condition, ne jamais donner la solution. On n'est sûr de rien, mais j'ai envie de croire que ces policiers retourneront chez eux sans donner la solution au prochain groupe. Du genre, et les gars, si vous tombez sur cette coquille, voilà comment ça se passe. C'est comme les magiciens. Quand on connaît le truc, c'est plus de la magie. Mais j'aurais adoré discuter avec Francis et boire une bière avec elle. Ou bien un verre de vin. Ou une tasse de thé. Ou une tasse de thé. Pas forcément dans cet ordre. Pour l'affaire Judson, comme pour celle du presbytère, Francis a tapé les solutions à la machine sur des feuilles volantes. Et le nom des coupables repose dans le coffre-fort de Jerry, au 5e étage de la morgue. Le séminaire terminé, Guy est retourné à sa vie d'enquêteur dans le New Jersey. Vous aviez la bonne solution finalement? On était un peu à côté, à peine. Ce qui n'est pas si mal, hein. C'est toujours bien d'avoir de la marge pour progresser davantage. On avait trouvé les bons indices et il aurait fallu qu'on puisse interroger les témoins. L'exemple de Francis Glessner Lee lui a donné des idées. Et Guy envisage maintenant de quitter la police pour se consacrer à la BD avec les récits d'une petite fille qui résout des meurtres grâce à ses copains les insectes. C'était tellement inspirant. C'était comme un signe du destin d'entendre son histoire. Comment cette femme a pu se réinventer à 50 ans. Ça fait des années que je dessine. Et tout le monde me demande comment je peux rester détective avec ce coup de crayon. Une carrière dans la police, ça a ses limites. À la longue, ça finit par vous peser un peu.
Et je crois que j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus joyeux maintenant. Frances Glessner Lee a suivi le chemin inverse. Elle a quitté sa vie paisible de richissime grand-mère pour une vie policière qu'elle a menée jusqu'à sa double mort en 1962. Pour ses funérailles, elle a eu le droit à un service catholique avec tous les policiers présents. Elle s'était convertie sur le tard au catholicisme, même si elle avait toujours fait preuve d'un esprit très scientifique. Et puis elle a eu le droit à un deuxième enterrement pour la famille cette fois-ci. Mais toute sa vie est remplie de mystères. Il y a tellement de choses que j'aimerais pouvoir lui demander. Par exemple, pourquoi a-t-elle glissé des détails autobiographiques dans ses scènes de crime? Ce que j'ai découvert tardivement. Ouais, pourquoi pas? À sa place, j'y aurais glissé quelques blagues personnelles. C'est la signature de l'artiste, comme les apparitions d'Hitchcock dans ses films. Par exemple, dans la salle de bain rose, il y a ce papier peint fait à la main avec ce motif de poisson. Et le poisson, c'était son symbole personnel. Le poisson représentait pour elle la beauté, la fluidité. Et j'ai toujours pris ça pour une invitation à venir la chercher dans ses coquilles de noix. Parce que Frances aimait tant cette pièce. Il a même reproduit toutes les couleurs. Les poissons qui y sont dessinés. Et la cheminée, dont la version miniature fonctionne exactement comme celle-ci. Tiens, c'est marrant. Je viens seulement de remarquer les petits poissons forgés devant la cheminée. Et si vous regardez cette porte, vous y retrouvez le poisson encore. Toute sa vie, Madame Lee l'a dit et répété aux policiers. Les preuves ne tombent jamais, jamais du ciel. Et pourtant, un jour, Nigel a vu arriver cette drôle de boîte sur le seuil de la propriété. Un matin, un couple s'est pointé avec ça à la ferme. Ils m'ont dit qu'ils l'avaient trouvé dans une brocante, à Lancaster, une ville à 45 minutes au nord. Ils ont été assez gentils pour l'acheter et nous la rapporter afin qu'on la conserve ici, là où Madame Lee vivait. Comme toujours, aucun détail n'a été laissé au hasard. Je vous parie que chaque pilier a son endroit bien précis. Cette dernière coquille est une coquille vide, comme une page blanche, une histoire en suspens qui ne demande qu'à s'écrire. Aucune des personnes que j'ai rencontrées, même Alton, car c'est probablement lui qui a construit cette miniature, ne connaît le scénario de celle-ci.